Donc, puisque l'intellect connaît tout, Aristote conclut qu'il ne peut posséder aucune des natures sensibles déterminées qu'il connaît, mais que sa seule nature est d'être possible, c'est-à-dire, pour ce qui dépend de cette nature, d'être en puissance par rapport à tout ce qu'il pense. En revanche, l'intellect devient en acte ce qu'il pense au moment où il le pense en acte, de même que le sens devient en acte le sensible en acte, comme l'a dit plus haut le livre 2. Aristote conclut donc qu'avant de penser en acte, l'intellect n'est en acte aucune des choses qui sont, ce qui est contraire à ce que disaient les anciens, à savoir qu'il est toute chose en acte. 23. Et puisqu'il a cité le dit d'Anaxagore sur l'intellect qui commande à toute chose, pour que l'on ne croie pas que sa conclusion concerne cet intellect-là, il use de cette tournure. Ainsi, cette partie de l'âme qu'on appelle intellect, et j'entends par intellect ce par quoi l'âme opine et pense, n'est rien en acte, etc. De quoi deux choses ressortent à l'évidence. Premièrement, qu'il ne parle assurément pas ici d'un intellect qui serait une substance séparée, mais bien de l'intellect qu'il a traité plus haut de puissance et de partie de l'âme, par laquelle l'âme pense. Deuxièmement, que grâce à ce qui précède, il a prouvé que l'intellect n'a pas de nature en acte. Le chapitre 23 repart de la thèse d'Anaxagore, dont la lecture particulière qu'en donne Thomas, pour éviter toute confusion avec l'intellect premier moteur dont parle Anaxagore, Aristote précise que c'est l'intellect, partie de l'âme par laquelle elle opine et pense, qui n'est rien en acte. Jusqu'ici donc, il n'a pas encore prouvé que l'intellect n'est pas une faculté logée dans le corps, mais pour reprendre la formule d'Averroès, il tire aussitôt ce qu'il vient de dire, il le tire aussitôt de ce qu'il vient de dire, car il poursuit. Pour cette raison aussi, il n'est pas raisonnable d'admettre que l'intellect soit mêlé au corps. 24. En ce second point, il le prouve par le premier qu'il a précédemment établi, à savoir que l'intellect n'a en acte aucune des natures des choses sensibles. Il en ressort qu'il n'est pas mêlé au corps, car s'il était mêlé au corps, il aurait une de ses natures corporelles. C'est la signification de cette phrase, car sinon il deviendrait d'une qualité déterminée, ou chaud ou froid, si comme la faculté sensitive, il possédait quelque organe. En effet, chaque sens est proportionné à son organe et est, d'une certaine manière, attiré par sa nature. C'est pourquoi l'opération des sens varie en fonction des changements subis par les organes. Voici donc ce que veut dire ne pas être mêlé au corps, ne pas avoir d'organe comme le sens, et que l'intellect de l'âme n'est pas d'organe. Il le montre par le dit de ceux qui ont affirmé que l'âme est le lieu des formes, en prenant lieu au sens large pour toute espèce de récepteur à la manière platonicienne, si ce n'est qu'être le lieu des formes, ne convient pas à l'âme tout entière, mais seulement à l'intellective. En effet, la partie sensitive ne reçoit pas les formes en elle-même, mais dans un organe, tandis que la partie intellective ne les reçoit pas dans un organe, mais en elle-même. De plus, il n'est pas lieu des formes en les contenant en acte, mais seulement en puissance. 25. Et puisqu'il a déjà montré plus haut ce qui caractérise l'intellect en fonction de sa ressemblance avec le sens, il revient à la première chose qu'il est dite à ce sujet, savoir qu'il faut que la partie intellective soit impassible. Et c'est ainsi qu'avec une admirable subtilité, il tire de leur ressemblance l'explication de leur dissemblance. En effet, il montre ensuite que le sens et l'intellect ne sont pas impassibles de la même manière, car le sens est détruit par excès de sensible, alors que l'intellect n'est pas détruit par excès d'intelligible. Et il en assigne la cause, à partir de ce qui a été prouvé plus haut. La faculté sensitive n'est pas sans le corps, mais l'intellect, lui, est séparé. 26. Or, c'est surtout cette phrase que les avéroïstes invoquent pour donner un fondement à leur erreur. Grâce à elle, ils croient pouvoir conclure que l'intellect n'est ni une âme, ni une partie de l'âme, mais une certaine substance séparée. Mais c'est parce qu'il oublie tout de suite ce qu'Aristote a dit un peu plus haut. En effet, s'il dit maintenant que la faculté sensitive n'est pas sans le corps, mais que l'intellect lui est séparé, c'est exactement au sens où il a dit d'abord que l'intellect deviendrait d'une qualité déterminée,
ou chaud ou froid, si comme à la faculté sensitive lui revenait quelque organe. Ce raisonnement prouve donc une seule chose, que la faculté sensitive n'est pas sans le corps et que l'intellect est séparé parce que le sens possède un organe, mais pas l'intellect. Les paroles d'Aristote indiquent ainsi de la façon la plus claire et la plus indubitable que sa doctrine de l'intellect possible fait de l'intellect quelque chose de l'âme, qui est l'acte d'un corps, ce toutefois de telle manière que cet intellect de l'âme ne soit doté d'aucun organe corporel, comme en possèdent les autres puissances de l'âme. 27. Comment il se peut que l'âme soit forme du corps et qu'une certaine faculté de l'âme ne soit pas une faculté du corps? Cela n'est pas difficile à comprendre si l'on veut bien regarder aussi ce qui se passe pour les autres choses. C'est souvent en effet qu'une forme est l'acte d'un corps composé de divers éléments et qu'elle a néanmoins une certaine faculté qui n'est faculté d'aucun élément, mais qui lui revient en vertu d'un principe plus haut qu'elle, par exemple, un corps céleste. C'est ainsi que l'aimant a la faculté d'attirer le fer ou le jaspe, celle de coaguler le sang. En remontant de degré en degré, nous voyons qu'à proportion de leur noblesse, les formes possèdent des facultés toujours plus élevées par rapport à la matière. C'est pourquoi la suprême des formes, qui est l'âme humaine, a une faculté qui transcende entièrement la matière corporelle, l'intellect. Ainsi donc l'intellect est séparé parce que ce n'est pas une faculté logée dans le corps, mais c'est une faculté logée dans l'âme. Et l'âme, elle, est l'acte d'un corps. 28. Et nous ne disons pas que l'âme où se trouve l'intellect dépasse à ce point la matière corporelle, qu'elle n'a pas d'être dans le corps, mais que l'intellect, qu'Aristote appelle puissance de l'âme, n'est pas l'acte d'un corps. De fait, l'âme n'est pas l'acte du corps par l'intermédiaire de ses puissances. Au contraire, c'est l'âme elle-même qui est par soi l'acte du corps qui donne au corps son être spécifique. Mais certaines de ces puissances sont l'acte de certaines parties du corps et elles les achèvent en faisant s'effectuer leurs opérations. C'est en ce sens que la puissance qu'est l'intellect n'est l'acte d'aucun corps, car son opération ne s'effectue pas par un organe corporel. 29. Et pour que l'on n'ait pas l'impression que nous disons cela de notre propre chef sans tenir compte de l'intention d'Aristote, il nous faut citer les textes qui soutiennent expressément cette thèse. Dans le livre 2 des Physiques, il demande jusqu'à quel point il faut connaître la forme et la quidité. En effet, il n'incombe pas au physicien de considérer n'importe quelle forme, et il donne la réponse, comme le médecin s'arrête aux nerfs et le forgeron à l'airain, pas plus loin, c'est-à-dire jusqu'à atteindre un certain terme. Et jusqu'à quel terme exact? Il indique en précisant ce qui est la cause de chacun, ce qui veut dire le médecin s'occupe du nerf dans la stricte mesure où il relève de la santé. C'est donc à cause d'elle qu'il considère le nerf. Et il en va de même du forgeron, il considère l'airain en vue de l'œuvre à produire. Et puisque le physicien considère la forme en tant qu'elle est dans la matière, c'est ainsi en effet qu'elle est forme du corps mobile. Il faut semblablement dire que le naturaliste considère la forme dans la stricte mesure où elle est dans la matière. Le point d'aboutissement de l'étude des formes par le physicien consiste donc dans les formes qui, d'une certaine manière, sont dans une matière et qui, d'une autre manière, ne le sont pas. Ces formes, en effet, sont à l'horizon qui distingue les formes séparées et les formes matérielles. Sur ce passage difficile, explication d'Albert Legrand, la considération physique porte sur la forme qui est l'acte de la matière et qui est éduite de la matière par le mouvement, car la forme est proportionnée à la matière physique. Mais elle porte aussi sur les formes séparées, comme les moteurs des étoiles et les étoiles qui sont séparées de la matière des réalités soumises à la génération, dans la mesure où, sous l'effet de leur mouvement, leur impression se trouve dans la matière. Pour Albert, donc, les formes des êtres séparés sont présentes dans la matière d'ici-bas au titre d'impressions transmises, de formes imprimées par le mouvement du ciel. Ce sont ces impressions qui collaborent avec l'homme à la génération de l'homme. Pour Thomas, il y a des formes intermédiaires entre les formes séparées et les formes matérielles, et ce sont ces formes qui sont à la fois dans et hors de la matière qui constituent le terme de la considération dite physique et naturelle. C'est pourquoi il précise que c'est à elles que se termine l'examen naturel des formes, à elles qui sont des formes assurément séparées,
mais dans une matière. Quant à savoir ce que sont ces formes, il indique en précisant, en effet, c'est l'homme qui engendre l'homme à partir de la matière, et le soleil. La forme de l'homme, donc, est à la fois dans la matière et séparée. Elle est dans la matière selon l'être qu'elle donne au corps. C'est ainsi, en effet, qu'elle est terme de la génération, mais elle est séparée selon la faculté qui est le propre de l'homme, à savoir l'intellect. Il n'est donc pas impossible qu'une forme soit dans la matière et qu'en même temps sa faculté soit séparée, comme on l'a exposé au sujet de l'intellect. 30. Mais les avéroïstes ont encore une autre méthode pour prouver que la doctrine d'Aristote est que l'intellect n'est pas l'âme ou une partie de l'âme qui est unie au corps comme forme. Aristote, en effet, assure en plusieurs passages que l'intellect est éternel et incorruptible, comme il ressort du livre 2 de l'âme, où il dit que seul il peut être séparé comme l'éternel du corruptible, et dans le livre 1, où il dit que l'intellect semble être une certaine substance et n'être pas au sujet de la corruption. Et dans le livre 3, où il dit « Cela seul est séparé et est vraiment, et cela seul est immortel et éternel ». Même si certains n'appliquent pas ce dernier texte à l'intellect possible, mais à l'intellect agent. De toutes ces paroles, donc, il se dégage clairement qu'Aristote pense que l'intellect est quelque chose d'incorruptible. 31. Or, il semble que rien d'incorruptible ne puisse être la forme d'un corps corruptible. En effet, il n'est pas accidentel pour une forme. Cela lui revient au contraire par soi que d'être dans une matière. Autrement, ce qui résulterait de la forme et de la matière serait un par accident. Mais rien ne peut être sans ce qui lui convient par soi, donc la forme du corps ne peut être sans le corps. Si donc le corps est corruptible, il s'ensuit que la forme du corps est corruptible. En outre, les formes séparées de la matière et les formes qui sont dans une matière ne sont pas de la même espèce, comme le montre la métaphysique, livre 7. A fortiori, une seule et même forme numériquement identique peut encore moins être un moment dans un corps et un moment sans corps. Donc, une fois que le corps a péri, soit la forme du corps est détruite, soit elle passe dans un autre corps. Si donc l'intellect est la forme du corps, il semble en découler nécessairement qu'il est corruptible. 32. Il faut savoir que ce raisonnement en a troublé plus d'un. C'est à cause de lui que, sous prétexte qu'il fait de l'âme une forme, Grégoire de Nice attribue à Aristote la thèse qu'elle est corruptible. D'autres, en revanche, ont pour la même raison soutenu que l'âme passait de corps en corps. D'autres encore ont imaginé que l'âme possédait un certain corps incorruptible dont elle ne se séparait jamais. C'est bien pourquoi il nous incombe de montrer à l'aide des paroles d'Aristote qu'il a posé l'âme intellective comme forme, tout en le caractérisant en même temps comme incorruptible. 33. De fait, dans la métaphysique, livre 11, après avoir montré que les formes ne sont pas avant les matières, car c'est quand l'homme est en bonne santé qu'il y a santé, et la figure de la sphère des reins est simultanée à la sphère des reins. Il demande si une forme quelconque demeure après la matière, et voici ce qu'il dit selon la traduction de Boès. Si vraiment quelque chose demeure ensuite, à savoir après la matière, c'est à considérer pour certaines. En effet, rien ne l'empêche, par exemple, l'âme est dans ce cas, non pas toute âme, mais l'intellect, mais pour toutes c'est peut-être impossible. Il est donc clair que, selon Aristote, rien n'empêche que dans sa partie intellective, l'âme, qui est forme, ne demeure après le corps, même si elle n'a pas été avant le corps. La thèse antiplatonicienne d'Aristote est que la rémanence de l'âme n'implique pas sa préexistence. Il va de soi que dans son explication, Thomas n'analyse pas l'affirmation aristotélicienne de l'éternité de l'intellect au sens de ce que les médiévaux appellent éternité antérieure, a parte ante, mais seulement au sens de l'éternité postérieure, a parte post, seule compatible avec la thèse chrétienne de la création de l'âme dans le temps. En effet, en disant absolument parlant que les causes motrices sont avant, mais pas les causes formelles, il ne pose pas la question de savoir si une forme quelconque est avant la matière, mais s'il en demeure après la matière, et il répond que rien ne l'empêche s'agissant de la forme qu'est l'âme, pour ce qui est de sa partie intellective. 34. Puis, donc, que selon ces paroles d'Aristote, la forme qu'est l'âme demeure après le corps, non pas elle tout entière, mais l'intellect. Il reste à considérer pourquoi l'âme demeure plus après le corps selon sa partie, demeure plus après le corps selon sa partie intellective que selon ses autres parties, et plus que les autres formes après leur matière.
On peut tirer l'explication des paroles même d'Aristote. Il dit en effet « cela seul est séparé et est vraiment, et cela seul est immortel et éternel ». Telle est donc la raison qu'il semble assigner pour laquelle cela seul semble être immortel et éternel, parce que cela seul est séparé. Mais on peut garder un doute sur ce dont il parle exactement, puisque certains pensent qu'il parle de l'intellect possible et d'autres de l'intellect agent. Mais si l'on examine attentivement les termes employés, tous s'avèrent avoir tort, car c'est de l'un et l'autre qu'il dit qu'il est séparé. Il reste donc que c'est de la totalité de la partie intellective que s'entend sa thèse, et que cette partie est dite séparée parce qu'elle n'a aucun organe, et c'est là ce qui ressort clairement de ses paroles. 35. Mais au début du livre de l'âme, Aristote dit « S'il y a quelqu'une des opérations ou des passions de l'âme qui lui soit propre, elle pourra être vraiment séparée. En revanche, s'il n'y en a aucune qui lui soit propre, elle ne sera pas vraiment séparée. Le fondement de cette inférence est que toute chose agit pour autant qu'elle est un être. Par conséquent, il revient à chaque chose d'agir sur le mode même où il lui revient d'être. Mais les formes qui n'ont aucune opération sans communiquer avec une matière n'agissent pas elles-mêmes. C'est le composé qui agit par leur intermédiaire, d'où à proprement parler ces formes elles-mêmes ne sont pas mais quelque chose et grâce à elles. Communiquer signifie ici avoir quelque chose de commun avec. De même en effet que ce n'est pas la chaleur qui chauffe mais le chaud. De même aussi à proprement parler la chaleur n'est pas mais c'est le chaud qui est par la chaleur. C'est pourquoi Aristote dit dans le livre 11 de la métaphysique que des accidents, on ne peut dire en toute vérité qu'ils sont des êtres, mais seulement qu'ils sont d'un être. Et l'on peut faire le même argument avec des formes substantielles qui n'ont aucune opération sans communication avec une matière, excepté le fait que ce type de forme est le principe de l'existence substantielle. Par conséquent, la forme qui a une opération découlant d'une de ses puissances ou vertus sans communication avec une matière, elle possède l'être. Et ce n'est pas seulement par l'intermédiaire du composé comme les autres formes, au contraire, c'est le composé qui est grâce à son être à elle, qui est grâce à son être à elle. Et c'est pourquoi quand un composé est détruit, la forme qui est par l'être du composé est détruite, alors que rien n'impose que la forme par l'être de laquelle est un composé, et non pas elle par l'être du composé, soit détruite lorsque ce composé est détruit. 36. Si quelqu'un objecte à cela que dans le livre 1 de l'âme, Aristote dit « Penser, c'est tout comme aimer et haïr », ne sont pas les passions de cette chose-là, c'est-à-dire de l'âme, mais de celui qui la possède en tant qu'il la possède. C'est pourquoi aussi celui-là, une fois détruit, on ne se souvient plus et l'on n'aime plus. Ce ne sont pas en effet ses passions à elle, mais celles du composé qui précisément est détruit. La réponse est évidente, elle découle de ce que dit Thémistius quand il explique le passage. Ici, Aristote paraît s'exprimer sur le mode du doute plus que sur celui de l'enseignement positif. De fait, il n'a pas encore réfuté la thèse de ceux qui ne distinguent pas l'intellect et le sens. Dans tout ce chapitre, il parle donc de l'intellect sur le modèle du sens. C'est particulièrement clair là où il prouve que l'intellect est incorruptible grâce à l'exemple du sens qui ne dépérit pas du fait de la vieillesse. Voilà pourquoi tout au long du chapitre, en rattachant continuellement ce qui caractérise l'intellect à ce qui caractérise le sens, il ne cesse de parler au conditionnel et sur un mode dubitatif, comme quelqu'un qui continue à chercher. On s'en rend spécialement compte en voyant les termes qu'il emploie au début de sa solution, à savoir si même en effet il était entièrement établi que la souffrance, la joie et l'intellection, etc. Et si quelqu'un s'acharne à dire qu'Aristote fait ici une véritable affirmation, il restera encore à lui répondre que si penser est présenté comme l'acte du composé, ce n'est pas par soi, mais par accident, autrement dit, en tant que son objet qui est l'image, a pour siège un organe corporel et non pas au sens où cet acte serait exercé par un organe corporel. Nous traduisons le latin phantasma par image plutôt que par représentation, comme le fait Bodéus. Bodéus pour le grec, phantasma. Les termes fantasme ou fantasme, PH et F, nous paraissent trop marqués par l'usage psychanalytique pour ne pas prêter ici à équivoque. 37. Mais voici une autre question. Si l'intellect ne peut penser sans image, comment l'âme gardera-t-elle une opération intellectuelle une fois séparée du corps? Celui qui fait cette objection doit savoir qu'il n'appartient pas aux naturalistes de résoudre cette question. C'est pourquoi dans le livre 2 des Physiques, Aristote dit, parlant de l'âme,
dire comment cela se comporte à l'état séparé et ce que c'est à la philosophie première qu'il appartient de le déterminer. Il faut en effet estimer qu'une fois séparée, l'âme aura une autre manière de penser qu'à l'état d'union, d'une manière semblable à celle des autres substances séparées. Ce n'est donc pas sans motif qu'Aristote demande dans le livre 3 de l'âme si l'intellect non séparé de la grandeur peut vraiment penser quelque chose de séparé. Par là, en fait, il laisse entendre que quelque chose peut penser en étant séparé, ce qu'il ne peut penser en n'étant pas séparé. 38. Dans ce passage, en outre, il faut être spécialement attentif à ceci. Alors que plus haut, il avait dit séparer l'un et l'autre intellect, à savoir le possible et l'agent, ici au contraire, il dit qu'il n'est pas séparé. En effet, l'intellect est séparé en tant qu'il n'est pas l'acte d'un organe, mais en tant qu'il est une partie ou une puissance de l'âme qui est acte d'un corps, comme on l'a admis plus haut. Il n'est pas séparé. De ce qu'il dit au début du livre 12 de la métaphysique, on peut très certainement déduire qu'Aristote a résolu ce genre de questions dans les livres que manifestement il a écrits sur les substances séparées. Livres que j'ai aussi vus au nombre de 10, bien qu'ils ne fussent pas encore traduits en notre langue. L'existence d'une métaphysique en 10 livres nous est garantie par le témoignage de Roger Bacon, qui à diverses reprises dans l'Opus Minus ou dans le Compendium Studi Philosophia parle des 10 livres de la métaphysique. Il s'agit d'une certaine tradition manuscrite de la métaphysique arabo-latine. 39. Selon ce qu'on vient de dire, par conséquent, il est clair que les arguments produits pour soutenir la thèse contraire n'ont aucune nécessité. Il est en effet essentiel à l'âme d'être unie à un corps, mais cela peut être empêché par accident, non de son fait, mais quand il se corrompt du fait du corps, comme il appartient par soi à ce qui est léger d'être en haut, et comme il est propre au léger d'être en haut, ainsi que le dit Aristote dans la Physique, livre 8, même s'il arrive que quelque obstacle l'empêche d'être en haut. 40. De cela aussi découle clairement la solution de l'autre argument. En effet, de même que ce dont la nature est d'être en haut et ce dont la nature n'est pas d'être en haut différent par l'espèce, alors que ce dont la nature est d'être en haut reste spécifiquement et numériquement identique, même si à cause de quelque empêchement, il est tantôt en haut et tantôt pas. De même, deux formes, dont l'une a pour nature d'être unie à un corps et l'autre pas, diffèrent par l'espèce. Mais ce qui a pour nature d'être uni à un corps peut être quelque chose de spécifiquement et numériquement identique, même si tantôt il est uni en acte à un corps et si tantôt à cause de quelque empêchement il ne l'est pas. 41. Mais pour donner un fondement à leur erreur, ils allèguent encore ce qu'Aristote dit dans le livre de la génération des animaux, que l'intellect seul vient du dehors et que seul il est quelque chose de divin. Or, aucune forme qui est l'acte d'une matière ne vient du dehors. Elle vient par éduction de la puissance de la matière. L'intellect n'est donc pas la forme du corps. 42. Ils objectent aussi que toute forme d'un corps mixte est causée par ces éléments, d'où si l'intellect était forme du corps humain, il ne serait pas d'origine extrinsèque, mais serait causé par les éléments. 43. Toujours sur le même point, ils objectent encore qu'il s'ensuivrait que les facultés végétatives et sensitives seraient elles aussi d'origine extrinsèque, ce qui est contre Aristote, particulièrement si l'âme était une unique substance dont les puissances seraient la faculté végétative, la faculté sensitive et la faculté intellective, puisque selon Aristote, l'intellect est d'origine extrinsèque. Donc, puisque selon Aristote, l'intellect est d'origine extrinsèque, les deux autres parties de l'âme le seront aussi, ce qui est à la fois absurde et contraire à Aristote. Pour sauver la doctrine aristotélicienne, il faut donc poser que l'intellect n'est pas une partie de l'âme qui est forme d'un corps. 44. Mais grâce à ce qu'on a vu plus haut, la réplique à ces arguments apparaît aussitôt clairement. En effet, quand on dit que toute forme vient par réduction de la puissance de la matière, il semble indispensable de considérer ce que veut dire pour une forme de venir de la matière par éduction. Si en effet cela ne veut rien dire d'autre que la préexistence de la matière en puissance par rapport à la forme, on ne voit pas ce qui empêche de dire que la matière corporelle préexiste en puissance à l'âme intellective. C'est pourquoi Aristote dit dans le livre de la génération des animaux, toutes ces choses semblent d'abord vivre ainsi, c'est-à-dire de la vie séparée des fœtus et des plantes. On peut ensuite et clairement dire la même chose et de l'âme sensitive et de l'active et de l'intellective. On doit nécessairement les avoir en puissance avant de les avoir en acte.
Mais 45. Mais puisque la puissance se dit relativement à l'acte, il faut que toute chose soit en puissance sous le rapport même selon lequel il lui revient aussi d'être en acte. Or, on a déjà montré pour les autres formes qui n'ont pas d'opération sans communiquer avec une matière qui leur revient d'être en acte d'une manière telle que ce sont les choses dans la composition desquelles elles entrent qui sont davantage en acte et qu'il leur revient de coexister en quelque façon avec les composés plutôt que d'avoir un être bien à elles. Donc, puisque tout leur être est par combinaison avec une matière, c'est en ce sens qu'elles sont dites venir entièrement par réduction de la puissance de la matière. Or, puisque l'âme intellective a une opération indépendante du corps, son être n'est pas seulement par combinaison avec une matière. Donc, on ne peut dire qu'elle vient de la matière par réduction, mais bien plutôt qu'elle est en vertu d'un principe extrinsèque. Et tout cela découle de ce que dit Aristote. Il reste que l'intellect seul vient du dehors et que seul il est quelque chose de divin. Et il en précise la cause en ajoutant rien en effet dans son opération ne communique avec l'opération corporelle. 46. Mais je me demande vraiment, tout pourrait bien procéder la seconde objection, que si l'âme intellective était la forme d'un corps mixte, elle serait causée par le mélange des éléments, puisque précisément aucune âme n'est causée par le mélange des éléments. En effet, immédiatement après les paroles susdites, Aristote dit « Donc toute puissance de l'âme a semblé participer de notre corps plus divin que ce que nous appelons élément, de même que les âmes diffèrent les unes des autres en fonction de leur honorabilité ou de leur caractère vil. De même, c'est ainsi que cette nature diffère des autres. Il existe en effet dans tous les spermes ce qui fait d'eux les principes générateurs, et c'est ce qu'on appelle le chaud. Or, ce chaud n'est pas le feu ni une puissance de ce genre, mais un certain esprit contenu dans le sperme, dans la partie dite écumante, et cet esprit contient la nature dont l'existence est proportionnée à la disposition des astres. Donc, ni l'intellect, ni même l'âme végétative ne sont produits à partir du mélange des éléments. 47. Quant à ce qui est objecté en troisième lieu, qu'il s'ensuivrait que les facultés végétatives et sensitives seraient elles aussi d'origine extrinsèque, cela ne fait rien à l'affaire. Il est déjà clairement établi, en effet, par les paroles mêmes d'Aristote, que celui-ci a laissé indéterminée la question de savoir si l'intellect diffère des autres parties de l'âme par le sujet, par le lieu, comme le disait Platon, ou seulement logiquement. Si l'on concède qu'ils sont identiques par le sujet, ce qui semble être le plus vrai, il ne peut en résulter aucun inconvénient. En effet, dans le livre 2 de l'âme, Aristote dit que le cas de l'âme et celui des figures sont semblables. Toujours, en effet, l'antérieur est contenu en puissance, dans ce qui lui est consécutif, aussi bien pour les figures que pour les êtres animés. Par exemple, dans le quadrilatère est contenu le triangle, et dans la faculté sensitive, la faculté végétative. Mais si la faculté intellective est elle aussi identique par le sujet, ce qu'Aristote lui-même laisse en suspens, il faudra dire vraisemblablement, que les facultés végétatives et sensitives sont dans l'intellective, comme le triangle et le quadrilatère dans le pentagone. Thomas étend à la faculté intellective le modèle géométrique mis en place pour expliquer l'inclusion de la faculté végétative inférieure dans la faculté sensitive supérieure, autrement dit leur identité selon le sujet. Or, le quadrilatère est une figure absolument distincte du triangle par l'espèce, mais il ne se distingue pas du triangle qui est contenu en lui en puissance. De même, le nombre quaternaire ne se distingue pas du ternaire qui fait partie de lui, mais du ternaire qui existe séparément. Et s'il arrivait que diverses figures fussent produites par divers agents, le triangle ayant une existence séparée de celle du quadrilatère aurait une autre cause productrice que lui, tout comme il a une autre espèce, mais le triangle qui est contenu dans le quadrilatère aurait la même cause productrice. De même, donc, la faculté végétative ayant une existence séparée de celle de la sensitive est une autre espèce d'âme, et elle a une autre cause productive. En revanche, c'est la même cause qui produit la faculté sensitive et la faculté végétative qui est contenue dans la sensitive. Par conséquent, si l'on dit que la faculté végétative et la faculté sensitive contenues dans l'intellective sont le produit de la même cause extrinsèque, qui est celle de l'intellective, il n'en résulte aucun inconvénient, car il n'y a pas d'inconvénient à ce que l'effet d'un agent supérieur ait autant de vertus que l'effet d'un agent inférieur, et même à ce qu'il en ait davantage, d'où bien que produite par un agent extérieur, l'âme intellective n'en a pas moins, elle aussi, les vertus que possèdent les âmes végétatives et sensitives qui sont produites par des agents inférieurs. 48. Ainsi donc, à considérer avec soin la quasi-totalité des paroles consacrées par Aristote à l'intellect humain, ce que fut sa doctrine apparaît clairement.
L'âme humaine est l'acte d'un corps et l'intellect possible est une de ses parties ou puissances.